La révolution, disons, le souvenir que j'en ai, ça a été un bouleversement total, surtout au niveau de la vie du village, de la vie, au niveau de la vie sociale. Les gens qui s'entendaient très bien, à un moment donné, se sont retrouvés ennemis, tout d'un coup, la plupart sans comprendre. Et il y avait en ce moment-là le Hutu qui devait chasser le Tutsi, et le Tutsi devenait tout de suite l'ennemi du Hutu, alors qu'au tout début, on ne s'imaginait pas que la révolution irait dans ce sens. La révolution sociale annoncée a pris le visage d'une révolution ethnique. Une ethnie, les Hutus, en remplace une autre, les Tutsis. La révolution est d'une extrême violence. Des crimes qui resteront totalement impunis, soit 20 000 morts en 4 ans car les événements se poursuivent jusqu'en 63. Avec le dernier roi, 200 000 Rwandais se réfugient dans les pays voisins et ce sont en majorité des Tutsis. La révolution rwandaise se déroule entièrement sous la tutelle belge. Après l'échec de la décolonisation du Congo, c'est un succès qui assure l'avenir de l'ancienne colonie dans la région. La République est proclamée un an avant l'indépendance, qui en 62 porte au pouvoir Grégoire Kayibanda. Aux côtés du président Kayibanda, Monseigneur Pérodin. L'archevêque ne manque pas de lui apporter son soutien. Leur étroite collaboration durera pendant 11 ans. Toujours encore la même chose, le pouvoir économique. L'Église le tenait et elle l'a encore décuplé. Le pouvoir scolaire, à une époque où le pays se modernise, on a besoin d'écoles. En même temps, c'était aussi une garantie il y avait un refuge contre le passé, dans l'église chrétienne, moderne, etc. Car le passé, dans la tête de tout le monde, c'est un passé tutsi, ce qui est inexact d'ailleurs. Mais c'est bien ainsi qu'on leur avait appris l'histoire. Si cette histoire ethnique falsifiée n'était restée que sur des rayonnages poussiéreux dans les missions ou dans les bibliothèques d'histoire européennes et rwandaises, cela n'aurait pas été grave. Mais elle est passée dans les écoles. De l'université à l'école pratiquement primaire, on raconte cette même histoire. Et cette histoire se diffuse, se passe de bouche à oreille, se durcit, se mythifie. C'était un bourrage de crâne qu'on recevait à l'école et aussi de par les autorités communales, préfectorales, tous les gens c'était une éducation politique à la mode, donc ça bouleversait complètement l'image qu'on avait de par la tradition et de par la vie sociale antérieure. L'histoire qu'on nous racontait à l'époque, on disait que le Tutsi avait toujours opprimé le Hutu et que le Hutu a fait sa révolution en 59 pour se débarrasser de l'oppression. Et on nous disait aussi que le colonisateur avait opprimé le Rwandais d'une manière générale et le Hutu en particulier. Et que tout cela était parti avec l'année de l'indépendance. Au début des années 70, le bel édifice démocrate-chrétien donne des signes de faiblesse. Le président Kayibanda est accusé de monopoliser le pouvoir avec les politiciens de sa région, le centre du pays. Un événement extérieur va alimenter les haines nées des conflits de 59. Cela se passe au Burundi. Même colonisateur, même répartition ethnique. Le Burundi n'a pas connu de révolution à la rwandaise. Ici, c'est l'armée essentiellement composée de Tutsis qui tient le pouvoir. En 72, plus de 200 000 Hutus sont massacrés et certains se sont réfugiés au Rwanda. C'est dans ce contexte régional que s'organise le tout nouveau Comité de salut public. Donc ce comité de salut public, qui était un mystérieux comité, on ne le connaissait pas, avait décrété que tous les Tutsis devaient être chassés de toutes les écoles et de tous les postes de travail. Nous avions approuvé que nous sommes des Hutus, ce qu'on a fait, et qu'on a dû exhiber des documents datant d'avant les années 59, parce que depuis, après la révolution, il y a eu beaucoup de Tutsis qui, sous le fait de l'oppression, ont changé leur identité. Et alors il fallait exhiber des documents datant
des années 59 et surtout avant, et pour prouver qu'on est Hutu. C'est ce que nous avons fait pour réintégrer l'école. J'ai réintégré l'école à peu près une semaine après. Au moment de 73, justement, j'avais un copain Hutu, je ne savais même pas qu'il était Hutu, et lui il ne savait pas que j'étais Tutsi. Et au moment de nous chasser, bon, ils sont venus nous chasser, et moi je suis parti, j'ai commencé à faire ma valise. Alors il m'a dit, bon, finalement tu étais Tutsi. Alors je dis, eh ben oui, j'étais Tutsi. Bon, il était triste, mais il m'a dit, c'est comme ça, il faudra partir. La chasse aux Tutsis dans les écoles et les administrations cache le véritable enjeu, la succession de Grégoire Kayibanda. Le 5 juillet 1973, une nouvelle date importante marque le Rwanda. La première république est renversée par le coup d'état militaire du général Habyarimana. Le général n'est pas un inconnu. Il tient l'armée rwandaise depuis le début car c'est l'ancien ministre de la Défense de Kayibanda. La situation politique et sociale était si délabrée qu'Habyarimana est accueilli par tous les Rwandais en libérateur. Sur le plan international, il réussit à faire financer au Rwanda de multiples projets. Stabilité politique et sociale, administration efficace, cadre de vie exceptionnel. Que faut-il de plus pour séduire les Occidentaux? C'était si beau, le Rwanda de ces années-là. Le Rwanda se porte très bien comparé à ses voisins, par exemple. Il y a des efforts considérables en matière d'infrastructure. La gestion de l'État est plutôt bonne. Il y a de la corruption, mais très peu, comparé à d'autres pays d'Afrique. Le pays se dote d'un réseau routier qui est enviable, de systèmes de communication. Politiquement également, le pays s'ouvre au monde, alors que la Première République avait été assez refermée sur elle-même. Je pense que si on devait faire le bilan du régime Habyarimana entre 73 et 85, je pense que tout le monde aurait été d'accord pour dire que ce bilan était globalement positif. À l'arrivée de la Nouvelle République, Vénuste n'est pas admis à reprendre ses études. Il décide d'aller tenter sa chance à Kigali, où finalement le Centre culturel français lui propose un emploi. Ce n'est pas un hasard, car les employeurs étrangers sont plus souples dans l'application des quotas. Les quotas sont en effet une nouveauté de Habyarimana. 85% de Hutus, 14% de Tutsis et 1% de Twa. Telle est la répartition officielle qu'est tenue de respecter chaque entreprise, publique ou privée. Bernard Taillefer, qui dirige les banques populaires au Rwanda, applique comme les autres les directives du gouvernement. Il fallait faire attention au nombre de Tutsis qu'on embauchait. Alors on a fait attention. C'était une règle pratiquée. On a fait attention, mais en jouant au-dessus, à la marge au-dessus. Je me souviens que nous voulions embaucher une inspectrice Tutsi et un analyste de crédit qui était Tutsi. Alors ça, on le savait, puisque c'était sur la carte d'identité, il fallait le déclarer aussi dans les procédures de recrutement. La procédure normale était que ces gens devaient se faire inscrire à la fonction publique, qui nous renvoyait les candidats qui étaient agréés pour être embauchés. Et là, on n'a pas eu l'agrément, ça traînait, on avait besoin de ces gens-là, on les a embauchés. On a été dénoncé à la fonction publique, 4 inspecteurs sont venus, on a dit, écoutez, qu'est-ce qu'il faut payer? Nous, on achète. On a payé 20 000 francs pour chacun des employés qu'on avait embauchés légalement. On a eu la promesse qu'on ne serait pas plus embêtés par la suite et qu'on pourrait les garder. On a acheté. Les Tutsis ne sont pas les seuls à subir une discrimination. Joseph et Eugène ne sont pas Tutsis, mais ils sont originaires d'une autre région que le président. Les gens qui tenaient le pouvoir à ce moment-là, ils voulaient maximiser le pouvoir quand même, presque tout le pouvoir. Ce qui fait que la carte ethnique aussi ça jouait, mais dans l'époque moi où j'ai évolué, c'était plutôt la carte régionale, elle était plus forte que la carte ethnique. À la fin des années 70, Joseph sortait de la meilleure école de gestion du Rwanda. Personnellement, je voulais faire une carrière dans l'administration. Et je n'ai pas été bien accueilli. Et alors, j'en ai été évincé par la présidence. Une lettre est venue de la présidence
signé par le ministre à la présidence, et le ministre d'État, qui a dit que le président lui chargeait de transmettre au directeur de l'entreprise que ma candidature n'avait pas été retenue et qu'il fallait que j'aille ailleurs. Alors j'ai été muté ailleurs dans une autre société de moindre importance. Personne n'a percé parmi les cadres venant de ma région. Ils étaient les plus nombreux à cette époque. Nous étions les plus nombreux à cette époque, peut-être plus de 3/4 des effectifs. Personne n'a percé, ou presque. C'était le système qui était en train de détruire tous les cadres du Sud et en même temps aussi d'empêcher les enfants du Sud d'aller à l'école, quelle que soit leur ethnie. Moi, personnellement, j'ai pensé que le président était derrière tout ça. C'est à ce moment que j'ai commencé à douter de sa bonne foi. Abiyarimana, par l'intermédiaire de sa femme Agathe, appartenait à un des lignages hutus les plus influents du Nord, la région des volcans. Avec les membres de sa maisonnée, la fameuse Akazu, il va établir un véritable népotisme des gens du Nord qu'il déguise par un discours sur la paix et l'unité nationale. C'est ainsi, en bon père de famille et en bon catholique, que le président Abiyarimana prétend gérer la nation rwandaise. La révolution rwandaise a été soutenue par l'Internationale démocrate chrétienne et ces excellents liens ont continué. Par exemple, l'archevêque de Kigali, Monseigneur Nsengiyumva, était jusqu'en 90 membre du comité central du parti unique. Ces liens, je crois, ont été extrêmement importants. Ce n'est pas tellement Abiyarimana en tant que personne, mais je crois l'héritage d'un mouvement perçu comme réellement révolutionnaire, social et rural, je dis bien perçu comme étant cela, a été très attrayant pour la démocratie chrétienne. Il y avait dans toutes les préfectures des conseils de développement. Nous-mêmes, comme curé de paroisse, moi j'étais curé doyen à Rwamagana, d'office, comme curé, on faisait partie au niveau de la commune, de cet organe de réflexion pour le développement. C'est sûr que cette implication, cette présence, cette familiarité avec les responsables locaux, puisqu'on rencontrait le préfet, le sous-préfet, le bourgmestre, toutes les autorités, on avait des réunions ensemble, on réfléchissait ensemble, faisait qu'au parfois on risquait d'être moins critique. J'ai dit que le système Abiyarimana est un système qui dominait l'Église et l'employait à son service. Et c'est sûr qu'il y a eu des avantages matériels, il y a eu de tas d'autres avantages qui ont fait que beaucoup de gens ont préféré se taire, ont préféré collaborer avec ce système sans en voir les dangers, sans en voir les enjeux. Des travaux communautaires obligatoires encadrés par le parti unique mobilisent toute la population pour le développement. Pourtant, dans les années 80, ce fameux développement est sérieusement remis en cause. Pour ses ressources en devises, le Rwanda ne dépend que de ses exportations de thé et de café. Or, les cours de ces matières premières se sont effondrés. La classe privilégiée qui gravite autour du président se tourne vers d'autres sources de profit. Corruption, trafic de devises, contrebande en tout genre. Mais le pire se cache derrière les collines. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la famine réapparaît au Rwanda. Surpopulation, sécheresse et érosion n'expliquent pas tout. Les projets de développement rural se sont faits aux dépens du paysan des collines. Des journaux, des ONG dénoncent enfin ouvertement la situation en 89. Mais Abiyarimana prétend découvrir le drame de la famine à ce moment-là. Mais c'était trop tard. Il y avait déjà des centaines ou des dizaines de milliers de gens qui avaient émigré de Gikongoro et de Butare pour la Tanzanie. Il y avait eu des centaines de morts. Il y avait eu des gens qui avaient été jusqu'à vendre le bois de leur propre maison. Donc ils détruisaient leur maison pour avoir du bois, aller le vendre et acheter quelques 2 ou 3 tubercules de patates pour survivre seulement un jour. Donc ça, ils le savaient. Ça se passait dans un Rwanda qui était décrit dans le monde comme un pays modèle en démocratie, modèle en développement, etc. Et donc Abiyarimana, qui lui préférait soigner son image plutôt que la bonne santé de la population, lui, il voulait cacher tout ça.
Et il savait qui était responsable. Le responsable en premier, c'était lui, parce qu'il était le responsable de l'État. Et les autres responsables, c'est ce qu'il avait nommé à leur poste. Et d'autres, c'était des gens qu'il avait nommés comme planificateurs. Donc il savait ce qui se passait. Et moi, je n'admets pas que... ça m'a choqué à l'époque, qu'ils se servent de la souffrance des gens, de la douleur du peuple qu'il avait provoqué pour dire « je ne savais pas » et pour aller demander de l'aide. Même si cette aide, quand elle est arrivée, n'a pas été distribuée comme il le fallait. Il y a eu toujours aussi des malversations à ce sujet. Donc moi, c'était une réaction. Pour moi, c'était une réaction de colère, mais d'impuissance aussi. Mais je savais que, pour moi, c'était une sorte d'hypocrisie déclarée, de cynisme vraiment dégoûtant.